Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk Afrique. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux principaux pays producteurs de cacao au monde, mais leur voix dans l'appréciation des prix de cette matière première n'est pas forcément respectée. Ce sont plutôt les grandes puissances économiques et industrielles, premiers acheteurs de ces produits, qui imposent leurs prix. Les données sont-elles en train de changer? La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent prendre leur destin en main. Les deux pays ont décidé de s'unir et de parler d'une même voix. Ils viennent de fixer d'un commun accord le prix d'achat de la tonne de cacao à 2600 dollars, soit 300 dollars de plus. Quel avenir pour le cacao? On en parle aujourd'hui avec Dr Bediakon Boris, économiste, et Madame Anne-Marie Yaoudje, responsable cacao Fairtrade Africa pour l'Afrique de l'Ouest. Madame, monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, le prix du cacao. Les prix du cacao ont flambé la semaine dernière pour atteindre le plus haut niveau depuis 11 mois. Une réaction à l'annonce historique des deux principaux producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ne vendront pas leur cacao issu de la saison 2020-2021 à moins de 2600 dollars la tonne. Madame, monsieur, comment vous appréciez déjà cette première annonce du Ghana et de la Côte d'Ivoire, monsieur Bediako, docteur Bien, Bediako? merci. Il faut déjà saluer l'initiative des deux pays qui, au préalable, étaient des concurrents et pour se ravir la première place mondiale du cacao. On sait bien que le cacao est une source principale des recettes de chaque pays, des différents pays. Donc cette initiative commence à créer ce qu'on appelle des prémices ou un début de cartel, à l'instar un peu de l'OPEP qui a pris son destin en main au niveau depuis 1960 pour pouvoir fixer eux-mêmes le prix du pétrole, du baril de pétrole en jouant sur l'offre et la demande. Donc ça, c'est une initiative à saluer qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations et augmenter davantage, bien évidemment, les recettes et les ressources des pays membres et des deux pays. D'accord, vous parlez d'améliorer les conditions de vie des populations, mais moi je vais revenir, le cacao c'est quand même des producteurs, ces premières personnes là qui sont sur le terrain. D'abord, Fairtrade Africa, c'est quoi exactement et comment vous, Fairtrade Africa, vous avez accueilli cette nouvelle? Merci Stéphane. Fairtrade Africa est un réseau de producteurs. Donc ça veut dire que ce sont des producteurs qui décident que leur voix doit être entendue, qu'ils doivent pouvoir négocier pour leurs produits et se mettre ensemble. Et donc Fairtrade Africa, c'est un réseau qui englobe plus de 1,5 million de producteurs avec une vingtaine de produits pour l'Afrique. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons par exemple la noix de cajou, nous avons le café, le cacao, nous avons le miel, la mangue et les épices. Donc, une telle nouvelle, ça veut dire que le plaidoyer que les producteurs sont en train de faire et ont commencé à faire marche. Ça veut dire que les producteurs commencent à être entendus. Fairtrade Africa a fait des consultations récemment parce que nous avons fait une étude qui a démontré que ce que les producteurs reçoivent donc, de cette grosse industrie de près de 100 milliards n'est pas assez pour que ces producteurs-là puissent vivre dans des conditions décentes. Conditions décentes, c'est avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est avoir les moyens d'avoir une nourriture saine, de dormir dans de bonnes conditions et pouvoir se soigner et même s'offrir des loisirs, ce qui n'est pas le cas. D'accord, donc passer de 2300 dollars la tonne à 2600 dollars la tonne à partir de la prochaine campagne, 300 dollars de plus. Est-ce que c'est réellement suffisant, 300 dollars la tonne? Est-ce que c'est vraiment suffisant pour vraiment changer la condition de vie des producteurs? Il faut s'inscrire sur la durée. Il faut comprendre que 300 dollars de différence sur le court terme, c'est pas grande chose, mais sur le long terme. C'est-à-dire que quand un producteur arrive à produire des fèves de cacao et qu'il est assuré de pouvoir obtenir au moins 1000 francs par kilo, il faut savoir que cela lui permet déjà de faire des planifications. Et vous savez qu'il y a toute une économie, toute une vie sociale et toute une vie culturelle autour de l'économie cacaoyère. Si vous remarquez, la campagne de cacao est généralement lancée en octobre. Octobre qui correspond plus ou moins à la rentrée scolaire. Et c'est à partir de ce moment-là que les parents, conscients du fait, ou bien anticipent le fait de recevoir des revenus
peuvent faire des démarches auprès de leurs fournisseurs, auprès des personnes qui peuvent leur prêter de l'argent pour pouvoir assurer la scolarité de leur enfant, préparer la rentrée bien évidemment. Donc vous voyez que $300 de façon absolue, ce n'est rien, mais c'est toute une dynamique qui va se créer autour de cette augmentation-là. Il faut le dire, $300 de plus ou 2600 à la tonne, ce n'est rien par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, 100 milliards. Elle a oublié de mettre 100 milliards, c'est plutôt 100 milliards de dollars. Le marché de la cacaoculture, le marché du cacao, c'est autour de 100 milliards de dollars de revenus engrangés au niveau mondial. Et là, cette annonce d'augmentation, elle n'était faite que par la Côte d'Ivoire et le Ghana. En face, les pays acheteurs, les grands groupes industriels, on n'a pas encore leur réaction. Est-ce que vous pensez que $2600 le dollar, c'est acceptable? Est-ce que vous pensez que ces grands groupes industriels, ces grandes puissances-là vont y adhérer facilement? Donc, à la suite du docteur, je dirais que quand vous considérez ce que l'industrie engrange, les 100 milliards de dollars, ça va demander qu'il y ait une partie de la chaîne qui accepte de faire des sacrifices. C'est tout simplement cela. En considérant que le commerce aussi, il y a des raisons de droits de l'homme. Il faut qu'on puisse respecter la valeur humaine en se disant que si nous faisons le commerce, il ne faut pas qu'on nous mette le fait que c'est des êtres humains qui produisent, on va dire, les matières premières que nous utilisons. C'est juste des questions de droits de l'homme. Maintenant, pour ce qui est de savoir si c'est suffisant, la consistance, c'est fondamental. Effectivement, si vous avez même $3000 en un jour et que le lendemain, vous n'avez plus rien, il va sans dire que en termes de durabilité, il n'y a pas de possibilité, rien n'a été fait. Donc, c'est vraiment arriver à maintenir ce prix dans la durée. Nous, notre étude a démontré qu'il fallait 2668 USD, donc dollars. C'est ce qu'il faut. Quand vous le convertissez, ça fait environ 1500 au bord champ. Donc, moi, Fairtrade, je te dirais, non, les 2600, ce n'est pas suffisant. Mais c'est un travail progressif. Nous allons y arriver progressivement. Notre revenu minimum, notre prix de référence dit 2668, mais c'est progressif. On ne peut pas l'atteindre en un jour. Donc déjà, nous annonçons ce qui a été... Nous accueillons avec joie et beaucoup d'espérance ce qui a été annoncé. Mais n'oublions pas que l'industrie doit se réunir le 3 juillet pour discuter et nous dire ce qu'ils en pensent. Et ensuite, on va réfléchir aux mécanismes que nous allons prendre pour l'implémenter. Donc, ça veut dire que ça peut être progressif, ou alors ça peut être qu'on commence avec 2600, ou alors on revoit pour commencer à 2500 et aller progressivement vers. Mais il y a toujours des efforts qui restent à faire. Alors, quand ces deux pays-là viennent de commun accord fixer un prix pareil, est-ce que, quelque part, ce n'est pas une politique visée haut et puis, lors des négociations, se retrouver peut-être à 2400 à $2500 la tonne? Bon, comme elle le disait tout à l'heure, 1000 francs le kilogramme, c'est vraiment rien pour les multinationales du cacao. Il faut savoir qu'il y a trois principaux groupes de chocolatiers qui, eux seuls, représentent plus de 60% de la demande de fèves de cacao. Et ces trois groupes, si vous permettez, je peux citer un nom. Voilà. Quand on prend l'entreprise Mars qui est le groupe numéro 1 de production de chocolat au monde, juste pour le produit Snickers, il dégage un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars par année. 2 milliards de dollars, ça fait environ 1000 milliards de francs CFA. Juste pour un seul produit. Sachant que derrière, il y a d'autres produits comme les M&M's, MMS et autres. Est-ce que vous voyez? Le groupe à lui-même pèse 35 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est 3 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Quand on convertit le budget de la Côte d'Ivoire, 7500, 7800, quand on le convertit en dollars actuellement, c'est autour de 12 milliards de dollars. Or, cette entreprise à elle seule pèse
35 milliards de dollars. Vous voyez un peu? Donc, 1000 francs ou 1500, comme elle le disait, c'est vraiment rien. Il s'agit de trouver maintenant les mécanismes. Mais à entendre un peu les responsables de ces différents groupes, à entendre aussi l'organisation ICCO, il y a cette volonté, ces groupes ne sont pas contre cette idée. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous allons procéder réellement aux mécanismes pour implémenter cette fixation de prix pour que les producteurs qui sont à eux seuls, à 90%, produisent les fèves de cacao. D'accord, mais tout en parlant, il y a une question qui me vient en tête, ces grands groupes industriels. Est-ce que si les négociations coincent ou demain encore la Côte d'Ivoire, le Ghana passe à un autre cap, décide d'augmenter, est-ce qu'il n'y a pas cette petite idée, ce plan B de repenser la cacaoculture, l'expansion de la cacaoculture dans d'autres pays tels qu'en Amérique latine et autres? Ça n'effraie pas la Côte d'Ivoire et le Ghana? Stéphane, nous espérons que nous n'allons pas en arriver là, mais quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux tout seuls, font 60%. Et je suis certaine que s'il y avait d'autres possibilités ailleurs, certains se seraient déjà déplacés. Donc Dieu nous a fait grâce, comme on aime bien le dire dans la rue. Dieu nous a fait grâce et il faut pouvoir capitaliser cela. Et on a vu déjà, comme le disait le docteur, l'intérêt des grands groupes. Ils veulent aussi trouver des solutions. Il y a beaucoup d'initiatives en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il est question que chaque entité joue son rôle. Parce qu'il n'y a pas que les industriels. Il y a les industriels, il y a les gouvernants, il y a les producteurs eux-mêmes. Donc, il faut que chaque entité soit responsabilisée et joue son rôle effectivement. Parce que l'industrie pourrait même concéder 3000 USD si le mécanisme ne fonctionne pas. Si chaque entité ne joue pas son rôle, on sera toujours au même niveau. Donc il va falloir vraiment que chacun de nous, tous autant que nous sommes, que ce soit les producteurs, que ce soit les gouvernants, que ce soit l'industrie, que chacun vraiment arrive à jouer son rôle et vraiment prenne ses responsabilités. Et vous parlez de mécanismes, je vais rester sur ce volet de mécanismes. Vous, à Fairtrade Africa, comment est-ce que vous arrivez, quel mécanisme vous mettez en place pour permettre aux producteurs vraiment de bénéficier d'un certain prix malgré tous ces remue-ménages, ces fluctuations des prix? Okay. Déjà, nous sommes un label. Et nous sommes un label qui est volontaire. Donc, quand une entité décide de se certifier Fairtrade, ça veut dire qu'elle accepte de répondre aux exigences que demande notre standard. Et après coup, elle vend son produit pour un producteur de la Côte d'Ivoire ou du Ghana au prix qui a été fixé par l'État. Mais nous avons un filet de sécurité. Ce qui veut dire qui est donc de $2000 actuellement. Et depuis novembre, nous avons révisé ce prix-là qui va passer donc à 2400 à partir d'octobre 2019. Et une prime qui est de $200 actuellement, qui va aussi passer à 240. Donc, ça veut dire une augmentation de 20%. Parce que nous sommes rendus compte que depuis 3 ans, avec la chute du cours du cacao, le producteur, c'est un drame, il faut le dire, il faut oser le dire. Les producteurs vivent un drame. Donc, nous avons estimé qu'il était temps de réviser. Et bien sûr, nous faisons le plaidoyer, nous travaillons pour que les acheteurs, ceux qui sont vraiment convaincus qu'il y a une possibilité que le commerce équitable est une solution pour les producteurs, continuent à acheter aux conditions Fairtrade. Parce que si j'ai un producteur qui est certifié, mais qui ne vend pas aux conditions Fairtrade, il ne bénéficie ni du filet de sécurité, ni de la prime. Encore moins du prix de référence. Donc, c'est vraiment continuer à travailler avec ces acheteurs. On en a comme ceux qu'il a cités, qui sont engagés, qui continuent à acheter des volumes, mais il faudrait que ces volumes soient plus consistants. Ils soient importants et que ce soit dans la consistance. Et notre travail, donc, en voulant mettre en relation les producteurs, les consommateurs et les commerçants, tous ceux qui sont dans la chaîne, pour avoir cette relation de respect des valeurs humaines, c'est de permettre que cela soit possible. Si j'achète du cacao à quelqu'un qui y apporte de la valeur ajoutée, il faut que je sois prêt à payer le prix. Et quand on est labellisé, on ajoute de la valeur. On ajoute de la valeur. Mais le cacao du Ghana, le cacao de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'est pas temps d'y mettre un peu plus de valeur, de penser maintenant à la transformation et ne plus rester sur la vente que de la matière première? D'accord. Avant de répondre à cette question, je voulais juste ajouter quelques éléments. Parce que vous avez demandé, est-ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne craignent pas réellement
le déplacement de la production du verger, du cacao dans d'autres pays. Bon, en Afrique ici, on sait qu'il y a le Cameroun, le Nigeria, mais il faut savoir que le Cameroun, compte tenu de la situation de crise qu'il y a au Nigeria et au nord du Cameroun, là où se situe réellement le verger de cacao, souffre réellement de la production. Il faut aussi noter que l'Équateur actuellement est en train de se battre contre une maladie du cacaoyer. Bien que nous avons le swollen shoot ici en Côte d'Ivoire et au Ghana, mais il faut savoir que les deux pays à eux seuls produisent plus de 60%, disons 2/3 de la production mondiale. Donc du jour au lendemain, je ne crois pas qu'un plant de cacaoyer peut pousser et permettre aux producteurs de pouvoir satisfaire la demande des grands groupes. Voilà. Donc pour revenir à votre question. Parlons de l'industrialisation, de la transformation, qu'il ne faut pas passer à l'étape de transformation. Justement, quand vous regardez, le marché du cacao répond aux normes de tout marché. D'un côté, il y a l'offre, de l'autre côté, il y a la demande. Et c'est le jeu de l'offre et de la demande qui permet de déterminer le prix. Ou parfois, c'est la variable du prix qui est la variable d'ajustement de l'offre et de la demande. Pour que la Côte d'Ivoire puisse recevoir, la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc les pays producteurs de cacao, puissent recevoir la plus grande part de cette industrie, de ce marché, il faut quand même pouvoir créer de la valeur ajoutée. C'est ça. Et cette valeur ajoutée ne vient pas de la fève de cacao vendue de façon brute. Elle vient de la transformation. Aujourd'hui, quand vous avez des collègues ou des amis qui viennent d'ailleurs pour vous rendre visite et qui vous disent que j'aimerais rapporter du chocolat de la Côte d'Ivoire et que vous rendez dans un supermarché, dans les rayons du chocolat, vous ne trouvez que les marques venant des pays occidentaux. Et là, ça crève le cœur. Ça crève énormément le cœur. Parfois, je suis obligé, si ce n'est pas à une date récente, qu'on commence réellement à faire un chocolat made in Côte d'Ivoire, je suis obligé de leur dire directement que je préfère vous donner de la ticket, mais du cacao 100% ivoirien. Vous ne pouvez pas, du chocolat 100% ivoirien, vous ne pouvez pas avoir cela dans les rayons. Donc, pour pouvoir augmenter le gain de la Côte d'Ivoire et le gain des producteurs, il faut évidemment investir davantage dans l'industrialisation, dans la transformation de la fève en produits finis. Et c'est dans les produits finis qu'on trouve toujours de la valeur ajoutée. La marge de la valeur ajoutée est encore plus grande. Et justement, je reviens vers vous, Madame Anne-Marie Yao. Vous qui êtes proche des producteurs, c'est vrai que vous labellisez déjà tout ce qu'ils font comme production, mais est-ce que vous pensez déjà à l'étape de la pré-production, la transformation? Tout à fait. Pour emboîter le pas au docteur, déjà, parler industrialisation sans penser développement de marché, ça coince. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est d'éduquer nos populations. Ce n'est pas forcément qu'on veut manger des tablettes, mais toutes les familles ont la poudre au petit déjeuner, toutes les familles. Mais quand vous allez dans le supermarché, comme il dit, toutes les poudres viennent d'ailleurs et elles sont bourrées de sucre. Pourtant, nous produisons le cacao. Donc, on peut faire la poudre du matin pour le petit déjeuner avec beaucoup plus de cacao, ce qui est très sain pour nos enfants. Et ça, c'est des choses que nous pouvons faire qui ne demandent pas un investissement aussi grand que ça. Donc, c'est penser à éduquer nos familles, travailler avec nos entités pour qu'on soit attaché à la normalisation, donc produire de la poudre de cacao qui respecte les normes de sécurité alimentaire et que nous, les dirigeants et toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur, avec une volonté de l'État, nous pensons à développer la consommation locale d'une part et d'autre part le commerce intra-Africa. Il faut qu'entre nous Africains, nous consommons les produits qui viennent de nos pays frères. Et ça n'existe pas. Il faut que le cacao de Côte d'Ivoire se déplace pour aller
au Burkina Faso, que je ne sais pas ce que le Burkina Faso fait, se retrouve en Côte d'Ivoire, que ça parte au Niger, qu'on ait le courage de prendre le cacao de Côte d'Ivoire pour l'envoyer au Kenya et que le thé du Kenya vienne en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que l'Afrique, cette classe moyenne dont on parle, elle est en Afrique. Nous sommes nombreux, nous allons grandir. Le Nigeria est là. Donc il faut penser à la consommation locale d'une part et à la consommation au niveau de l'Afrique. Voici l'une des portes de sortie. Et pour juste ajouter, vous savez, les statistiques disent que le marché du cacao, sinon du chocolat, du cacao de façon générale, l'Afrique ne représente que 3,28% de consommation. De consommation. Pendant que l'Europe, elle seule représente 50%, l'Asie 15%, les États-Unis 20%. Vous voyez que uniquement deux pays, produisent plus de 60% de la production du cacao. Et en retour, tout un continent ne consomme que 2,28%. Vous voyez un peu le paradoxe. Alors, c'est clair que la demande est forte. D'année en année, la demande ne fait qu'augmenter. De l'autre côté, l'offre, elle est relativement stable. La demande de cacao est évaluée environ à 7,2 tonnes, 2 millions de tonnes, pardonnez, pendant que la production est de 4,7 millions de tonnes. Donc vous voyez ce déséquilibre. Alors, cette variable d'ajustement, comme je le disais tout à l'heure, c'est le prix. C'est pour ça que le prix, il augmente pour pouvoir ajuster, pour pouvoir équilibrer quand on est dans un marché. Mais malheureusement, ce sont les multinationales, les grandes entreprises, les grands chocolatiers qui s'arrogent la part lionienne de cette valeur ajoutée et nos producteurs ne reçoivent que des miettes. Je vous dis que c'est 2% environ que reçoivent les producteurs. D'accord. Et pour en revenir à ce prix, ce fameux prix que la Côte d'Ivoire et le Ghana viennent de fixer, on peut se demander pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça intervient ? Je pense Qu'est-ce qui était le facteur déclencheur ? Je pense que c'est maintenant parce qu'on a analysé le marché les 3 dernières années. Chaque fois, le coût du marché, comme je parle, est catastrophique. J'ai vu, ça a été annoncé il y a quelques jours. Mais hier, le marché de Londres a clôturé à 2319 points something. Donc ça veut dire que on n'est pas encore très proche de nos 2600, mais on croise les doigts en espérant que d'ici le 3 juillet, l'industrie se sera concertée et qu'on va parvenir à une décision qui est en faveur de la masse de production qui est en souffrance. Nos études ont démontré que 58% des producteurs de cacao pour la Côte d'Ivoire et le Ghana vivent en deçà du seuil, en dessous. Je n'ai pas dit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, il faut qu'on considère ces éléments. Maintenant, pourquoi ? Parce que tout le monde se plaint des problématiques qu'on a dans le cacao. On parle du travail des enfants, on parle de déforestation, on parle de maladies. Il y a tellement de problématiques que si nous ne faisons rien, ben c'est la planète tout entière qui va finir par être impactée. C'est le moment. C'est juste que c'est le moment parce que la situation s'empire pour les producteurs, pas seulement au niveau de leur quotidien, mais aussi l'environnement est en train de prendre un coup. Donc il est temps de trouver des solutions durables. Des solutions durables. D'accord, rapidement, on tire à la fin de cette émission. Si vous aviez un mot de fin, rapidement, l'avenir du cacao en Afrique. On va rester optimiste et espérer que cette entente des deux pays producteurs puisse d'abord s'élargir et impacter davantage les négociations entre les grandes multinationales et les producteurs pour qu'à la fin de la chaîne de la valeur, nos producteurs puissent vivre décemment. C'est de ça il s'agit, du travail décent qui rémunère à la juste valeur le travail fourni par nos producteurs. Merci. Et vous, Madame Anne-Marie Yao? Mon dernier mot serait de dire merci aux deux gouvernements qui ont décidé de travailler ensemble. On sait que l'union fait la force. Et aussi, je souhaiterais dire aux producteurs qu'il est aussi temps pour eux de vraiment prendre leur place, de jouer leur rôle
et de faire entendre leur voix. Parce que si on entend leur voix, certainement que ça peut changer quelque chose. Donc, voilà ce que nous avons comme dernier mot. Comme dernier mot, Côte d'Ivoire, Ghana, quel avenir pour le cacao? Nous en parlions aujourd'hui avec Dr Bediakon, économiste, et Madame Anne-Marie Yaoudje, responsable cacao chez Fairtrade Africa pour l'Afrique de l'Ouest. Madame, Monsieur, merci pour vos éclairages et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Talk Afrique, un nouveau regard sur l'Afrique. Agréable suite de programme sur nos antennes.